Petite, j'étais une enfant très curieuse. Curieuse de tout. Curieuse du monde, des gens, des matières, des sensations. J'avais envie de toucher à tout, d'essayer, de comprendre. Un jour, c'était la danse, un autre la musique, puis le ski, puis encore autre chose. J'explorais sans toujours savoir où ça allait me mener. Mais avec cette certitude intérieure, j'étais exactement à ma place. Mais surtout, j'ai eu énormément de chance. La chance d'avoir autour de moi des parents qui m'ont laissé faire, qui m'ont laissé essayer, rater, recommencer, qui m'ont laissé découvrir le monde à mon rythme, sans me dire trop vite, reste dans une case. Cette liberté-là, elle a tout changé pour moi, parce qu'elle m'a appris que la curiosité n'était pas un défaut, que poser des questions, ce n'est pas déranger, que s'intéresser aux autres, c'est une façon de grandir. En grandissant, cette curiosité ne m'a jamais quittée. Elle s'est transformée. J'ai eu de plus en plus envie non seulement de découvrir, mais surtout d'écouter. Écouter les parcours, écouter les voix, écouter ce qu'on ne dit pas toujours, ce qu'on n'ose pas forcément raconter. Et un jour, presque naturellement, j'ai commencé à interviewer les autres. Pas pour avoir des réponses toutes faites, mais pour m'enrichir, comprendre, ouvrir des perspectives et partager cette richesse autour de moi. C'est comme ça qu'est né le podcast Éclaire ma voix, il y a maintenant 4 ans. Un espace de conversation sincère, de curiosité assumée, de parcours humains. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller encore un peu plus loin, d'ajouter des visages, des regards, des silences, d'ouvrir cette aventure sur YouTube. Si tu es ici par hasard, bienvenue. Si tu aimes explorer, comprendre, découvrir les autres autant que toi-même, alors tu es au bon endroit. Je suis très heureux de te partager cette première interview sur YouTube et je t'invite simplement à écouter, à ressentir et à te laisser porter. Bonne écoute et bon visionnage. L'enregistrement il tourne bien là et les téléphones c'est ok. Hein. Bon. Quel banger. Quelle installation. En vrai c'est quali, vraiment c'est quali de fou. C'est vraiment on essaye. C'est bon, ça tourne. Ça tourne. Oh c'est parfait, oh là là. Salut Benjamin. Oui salut, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah parfaitement, attends ici comme ça va forcément bien. Je te remercie beaucoup d'être là, franchement ça me touche beaucoup. Là c'est la première petite on va dire production qu'on fait pour Éclaire ma voix, c'est plus Note à moi-même, ça a changé. Oh très beau et ça. Oui, on a modernisé un petit peu pour que ça ait un peu plus de sens sur l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle. Donc vraiment je te remercie infiniment d'être là, de prendre de ton temps. Et je remercie aussi beaucoup le cinéma de nous avoir mis à disposition toute la salle. C'est vraiment exceptionnel, enfin moi j'adore, ah mais j'adore fou. ça. C'est la première fois que je me fais interviewer dans une salle de cinéma, j'adore. C'est pas vrai? Mais si, c'est la première fois. C'est pour ça quand tu m'as dit ça, je me suis dit ah c'est cool. Faut le raconter à tout le monde. Hein, bah bien sûr. Carrément, t'en fais pas. La dernière fois on s'est pas vu, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. On a échangé lors du podcast, donc à la base c'était Note à moi-même il y a 2 ans, c'était en 2023. À l'occasion des Podmas, je sortais un épisode tous les jours et on a fait un épisode ensemble avec Thomas Cortez, un très bon ami à toi, carrément. Réalisateur aussi dans le monde du cinéma. Ouais. Et à l'époque, je me souviens, tu m'avais dit oui, là je viens d'être pris pour un super film qui s'appelle Monsieur Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, exactement. Et là aujourd'hui, on est là pourquoi? Pour l'avant-première de Nouvelle Vague. Un film de Richard Linklater, j'espère que je le prononce correctement. Ah non, c'est comme ça, c'est nickel. Parfait, je me suis entraînée parce que j'avais peur de mal le dire. Et bah tu t'es bien entraînée. Donc on peut dire que tu as fait quand même beaucoup de chemin. Il s'est passé que 2 ans, mais beaucoup de choses. Donc voilà, je te remercie beaucoup encore une fois. Donc on est ici aujourd'hui pour l'avant-première du film Nouvelle Vague. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quel rôle tu joues? Quel est ce film? Nous pitcher un petit peu, nous donner envie d'aller le voir. Et comment tu as pu être pris dans un film et avoir un rôle aussi important, tes premiers gros rôles importants, si je ne dis pas de bêtises? Bah, c'est exactement ça, moi c'est la première fois que je suis autant dans un film. D'habitude c'est quelques secondes, après on est passé à quelques minutes. Là maintenant on passe en dizaines de minutes, je suis content. Franchement ça me va. Pour faire simple, Nouvelle Vague, c'est comme si on regardait le making of d'un film qui s'appelle À bout de souffle.
Voilà, c'est la volonté de Richard Linklater, c'est vraiment comme si tu allumes ton écran, tu es au cinéma, tu vois un film passer, c'est vraiment le making-of, on est replongé dans les années 60. Ça parle bien sûr de Godard, ça parle aussi de Belmondo. Ça parle surtout de personnes qui veulent faire du cinéma, parce qu'à l'époque, le Godard n'est pas le Godard qu'on connaît, le Belmondo n'est pas le Belmondo qu'on connaît, ils sont devenus ça après. Donc c'est vraiment juste une bande de copains qui veulent faire un film. Ils savent pas trop faire le film, mais à la fin, ils arrivent à le faire. Et c'est ça qui est hyper important, c'est une comédie. On est replongé dans les années 60 avec beaucoup de costumes, de vieilles voitures et tout. 1h45 comme ça, quoi. Voilà, c'est une lettre d'amour au cinéma français par Richard Linklater. Et alors, comment tu as été recruté? Comment ça se passe? Est-ce que tu es dans une agence? Comment tu as fait en fait pour en arriver là? Alors effectivement, moi, je suis dans une agence à l'époque, je suis dans une agence. Mais le casting, je l'ai trouvé sur Facebook. Ok. Ouais. D'accord. Le casting, c'est un casting Facebook. Je me suis dit, ok, c'est une arnaque. Et après, je me suis dit, au pire, ils ont une photo de moi. Donc, bon, au niveau d'arnaque, on a connu mieux. Mais non, casting Facebook. Après, ils m'ont dit directement, bah vas-y, on voudrait bien une petite vidéo de présentation. J'envoie. Ils me disent, ok, la vidéo, elle est cool. Bah viens, dans un mois, viens passer le casting à Paris. Je dis, ok, je suis grave chaud. Je passe le casting, du coup, à Paris avec Stéphane Battu, le directeur de casting. Et après, c'est parti en second tour avec là où il y avait Richard Linklater. Et là, je peux te dire, j'étais comme ça. Là, je faisais pas le malin. Là, j'étais comme ça carrément. Mais c'était une super expérience parce qu'au final, quelques semaines après, j'ai été validé pour le rôle du coup de Pierre Rissian. Pierre Rissian, dans le film, pour faire simple, c'est le premier assistant réalisateur de Godard. Donc, c'est le gars qui doit faire en sorte que le film devienne un vrai film au bout. C'est un peu compliqué. C'est pas perturbant de jouer dans un film où on montre un peu qu'on joue un film, justement, qu'on est en train de tourner un film? C'est une petite mise en abîme. Bah, tu vois un peu genre la série Netflix Fiasco, tu vois. Ouais, j'adore. Voilà. Et ben moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, mais je veux trop faire ça. Et là, on me propose de faire ça, mais dans les années 60. Je dis, bah let's go. Allez, carrément, je suis chaud. Sauf que là, c'est limite encore pire parce qu'on se rend compte que Godard, il a même pas vraiment écrit de scénario, c'est du jour au jour. Enfin, c'est terrible, tu vois. Mais à jouer, c'était juste du bonheur parce que du coup, ils avaient reconstitué toute une équipe de films. Donc tout le monde, hein, jusqu'à la maquilleuse, bien sûr aussi. C'était vraiment excellent. Ils ont créé une vraie bande. C'est ça aussi, hein, la force du film, entre guillemets, c'est qu'ils ont pris vraiment que des acteurs inconnus. D'accord. Par bonheur, du coup, je suis dedans. Mais par exemple, celui qui joue Godard, Guillaume Marbeck, il avait juste fait de la figuration avant. Celui qui joue Belmondo, Aubry Dulin, il n'avait rien fait avant. Moi, j'avais fait des trucs, mais comparé à ça, c'est vraiment pas comparable, tu vois, c'est pas pareil. Donc, ils ont insisté là-dessus, ils voulaient faire popper des nouvelles têtes, comme ce que ça avait fait la Nouvelle Vague à l'époque, en gros, tu vois. Il y a des personnes inconnues qui popent un petit peu. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris vraiment que des inconnus pour faire ça et pour qu'on soit vraiment une belle bande. Pendant quasiment un mois, on avait fait beaucoup de répétitions. Dans Paris, du coup, on se baladait un peu dans Paris, comme ça, avec Richard Linklater, c'était lunaire. On se baladait, on buvait des coups comme ça, puis on lisait le scénario, et puis on refaisait un peu le scénario parce qu'il insistait là-dessus, il voulait qu'on se l'approprie aussi. Et comme ça a créé vraiment un beau groupe, comme on peut le voir dans le film, je crois, quoi. Et je trouve que c'est un super film pour, on va dire, commencer dans tes futurs grands rôles qui t'attendront bien sûr prochainement. Parce que c'est... on espère. Parce que c'est aussi un film, si je dis pas de bêtises, je ne l'ai pas encore regardé, on va le regarder juste après ensemble, mais qui parle aussi de l'espoir, en fait, je crois en mon film, j'ai envie qu'il existe et je m'embarque dans une aventure pour que, avec plusieurs personnes pour y croire. Et c'est un peu aussi le chemin que tu as parcouru depuis toutes ces années pour en arriver là, parce que tu y crois en fait, et la preuve ça a marché parce qu'aujourd'hui t'es dans Nouvelle Vague. Mais c'est vrai, c'est exactement ça, c'est en gros un film, peu importe, hein, donc là ça parle de cinéma, ça aurait pu parler d'un gars qui monte un supermarché, de quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture, c'est juste comprendre que même dans les années 60 comme aujourd'hui, faut y aller à fond et puis pas hésiter, quoi. Là pareil, maintenant vous voyez ça avec les téléphones, tu peux faire ton film avec le téléphone. Si je me gourre pas, c'est 28 ans plus tard qui était tourné à l'iPhone. Bon après eux ils ont eu un budget iPhone délirant, ils avaient 800 iPhones, je sais pas quoi, mais même avec justement un iPhone, tu peux te faire ton film. Là pareil, on voit aussi que dans le film Nouvelle Vague, il n'y avait pas de prise son direct, comme ça ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient et puis en post-production ils pouvaient faire un petit peu tout ça, ils pouvaient refaire les dialogues. Enfin, on se rend compte que on peut faire des choses et faire bouger les choses aussi comme ça, Carrément. Et Benjamin, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui
de présenter un film dans lequel tu joues dans ta ville natale? Non mais laisse tomber, ça je suis comme un ouf. En vrai c'est trop bien parce que comme justement on en a parlé un petit peu juste avant, mais moi ici j'ai vendu des pop-corn quoi. C'est ça qui est fou. J'ai vendu des pop-corn, j'ai vendu des petites places de ciné, j'ai lavé les salles aussi quand c'était le bordel parce que des fois c'est le bordel quand même. Ça. Mais non, je suis trop content. Je crois que c'est franchement l'une des plus belles expériences possibles à faire. Et j'espère aussi pouvoir montrer aux gens que voilà, tu vois, c'est un petit gars de Nivelles. Tu peux quand même faire des choses assez sympas. C'est pas parce que tu viens de Nivelles, d'une petite campagne ou quoi, que tu peux pas y arriver. C'est totalement faux. Surtout maintenant, justement, je disais par rapport à Facebook, c'est vrai. C'est-à-dire que cette annonce Facebook a été visible par tout le monde. Tout le monde aurait pu faire ce film, tu vois. Et c'est heureusement qu'il y a ça maintenant où on peut essayer de faire des belles choses comme ça. Il faut y aller à fond et puis il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller et puis c'est tout, quoi. Comme quand on t'a proposé de monter les marches à Cannes. Non mais ça... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. C'est quand même assez exceptionnel. Non mais ça c'est complètement dingue. Il y a le cinéma quand même au-dessus. Il y a le cinéma, voilà, j'avoue. Mais Cannes, et Cannes en dessous. Mais Cannes c'était complètement fou parce que en fait dans ma vie je pensais même pas pouvoir potentiellement vraiment monter ces marches un jour. On me dit viens monter les marches, je dis ok, faut pas que je tombe. Faut pas... Sinon franchement ça va pas. C'est un truc à faire, c'est marcher. C'est ça, mais en vrai vraiment tu sais c'est ça, t'arrives dans les voitures, tu sais c'est les voitures qui arrivent une par une comme ça, tu descends, après ils lancent la musique, du coup une nouvelle vague là, et je pleure direct. Mais bien sûr, mais c'est trop, en vrai tu te dis c'est pas possible ce qui se passe, c'est pas vrai. Et là je pleure, du coup on se met tous en rang, on fait des photos, on monte. Le président du festival de Cannes qui est là-haut qui me dit oh purée, incroyable Pierre Rissian dans le film. Je dis waouh, calmez-vous, je vous jure, à tout moment je fais un malaise. Ok, c'est pas possible. Après ça on rentre dans la salle. La salle est gavée. Il y a des réalisateurs avec qui j'ai tourné qui sont là et qui me félicitent, mais des petits rôles. Il y a Stéphane Demoustier, là, c'est un film qui sort bientôt d'ailleurs, qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche. Il est devant, il me dit oh bravo Binge et tout. Je dis mais c'est fou, t'es là. Et là je vois et hop, là je vois Tarantino. Je dis waouh, ok, il y a Tarantino. Il y a Claude Lelouch de l'autre côté. Il faut que t'en parles quoi. Mais c'est vraiment la projection. C'était un monde à part, vraiment. Tu te dis, c'est pas possible que tous ces gens déjà existent vraiment. Ok, bon, ils sont vraiment là. Tous réunis au même endroit, ouais. C'est ça. Et genre, ils regardent le film et ils rigolent au moment. Je regardais à mort. Hein. Je rigolais au moment où je passais et tout. Et les gens rigolaient. Je me dis, ok, donc ça va, ça passe. Et à la fin, en fait, c'est à la fin Tarantino qui veut me féliciter, machin. Donc, c'est un moment assez court, tu vois, qui se passe, mais complètement lunaire, parce que dans ta vie tu te dis pas que Tarantino va te féliciter, mais en vrai il y a quand même un lien de cause à effet, tu vois. C'est juste que Pierre Rissian en fait était comment on dit ça, était un homme de l'ombre du cinéma, tu vois, vraiment un homme de l'ombre du cinéma. Il a beaucoup compté à Cannes, il a aidé pas mal du coup de grands cinéastes et grands réalisateurs, y compris Tarantino, qu'il a aidé à Cannes pour Reservoir Dogs. Et de là s'est créé une amitié entre eux, tu vois. Et donc, il voulait voir qui était l'acteur qui jouait Pierre Rissian. Enfin, j'ai eu du cul. Franchement, j'ai eu un bol monstre de jouer Pierre Rissian là-dedans. Mais cette poignée de main, regarde, ma main, c'est encore Tarantino. Oh, plus du tout. Ça se voit un peu, j'en suis désolé. Non, ça va, ça sent bon, je te rassure. Tant mieux. Est-ce que justement tu as eu le temps de savourer ce moment ou est-ce que c'est vraiment passé à toute vitesse? Que ce soit cette main avec Tarantino, ces folies à Cannes, est-ce que tu arrives à savourer et réaliser, prendre le recul sur ce qui t'arrive? Ouais, en vrai ça passe ultra rapidement. C'est-à-dire que vraiment on arrive le samedi matin, on repart le dimanche matin. Entre deux, il y a Tarantino, entre deux, il y a tout ça, les gens qui te félicitent, etc. Et puis le lendemain matin, t'es dans le Ouigo, ok. Je te jure, t'es dans le Ouigo, là, dans le truc de 3 personnes, tu dis ok, c'est bon, je redescends tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais heureusement que ces moments-là étaient un peu filmés, parce que tu te rends pas vraiment compte en vrai, tu vois. Tu t'en rends pas compte de tout ça, tu te dis pas... surtout qu'en vrai, et ça j'en ai totalement conscience, ça tombe, ce sera qu'une fois dans ma vie, tu vois. Et c'est passé tellement vite, ça dure vraiment, allez, une demi-heure avant le film, après il y a le film, et puis une demi-heure après, et puis bon, après il y a la fête. La fête, c'était un truc sur une plage, tout ça, c'était tranquille, tu vois. Mais c'était fou, et c'est là que tu te rends compte que tout le monde, on était tous dans un état d'excitation complètement dingue, et vraiment tu te dissocies, quoi. Tu te dis c'est vraiment pas moi qui monte les marches, c'est pas possible. Ça passe très vite, mais c'est exceptionnel. Et alors, comment il s'est passé le tournage? Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce que c'était loin de chez toi? C'est quoi le rythme en fait d'un tournage finalement? Alors, en gros, pour te dire, là, tu vois, le film dure 1h45. Okay. Donc, en théorie, des tournages, on va dire, normaux, c'est du 2 mois de tournage, à peu près du 8 semaines. Là, Richard Linklater voulait absolument que ça dure 30 jours.
parce que, enfin 30 jours max, parce que le film À bout de souffle a été fait en 20 jours. Donc il a dit, bon, on se met une marge de 10 jours en plus, comme ça peut montrer un peu les autres côtés, etc. Et surtout, il voulait ce côté de nouvelle vague de, on fait une prise, 2 prises, 3 prises, et puis après, c'est tout les gars, on enchaîne, tu vois, il voulait ça. C'est pour ça aussi qu'on avait fait pas mal de répètes. Comme ça, les quelques moments d'improvisation qu'on pouvait avoir sur le plateau ne prenaient pas trop de temps et ne gâchaient pas des prises. C'était surtout ça aussi. Mais donc c'était 30 jours, des belles journées. C'était des belles journées. Tu m'étonnes. On a tout tourné à Paris. Il y a eu quelques scènes de tournée en studio, mais c'est tout. C'est tout. 30 jours à fond de balle. C'est quand même rare qu'un réalisateur veuille tourner un film avec autant de sens, tu trouves pas? Parce que là, le fait qu'il veuille le faire assez court par rapport au tournage de À bout de souffle, par rapport à la sélection des acteurs moins connus pour mettre du sens aussi avec le film original, c'est quand même assez rare, je pense. Dans le milieu. C'est-à-dire que vraiment, même pour nous, je parle, si on enlève le côté réalisateur et Charlie Claytor et tout, de trouver jeunes acteurs, des films qui veulent des gens inconnus, vraiment, moi, c'était vraiment la première fois de ma vie en 10 ans où j'ai essayé que je trouvais une annonce comme ça, tu vois, pour des rôles principaux. Ce n'est jamais arrivé, vraiment. Mais Richard Linklater est comme ça. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, lui, il tient beaucoup à... Pour lui, Godard a apporté énormément. Et il y a beaucoup de Godard dans ses films. C'est-à-dire qu'il a déjà expliqué que son tout premier film, c'était un peu pareil. Il n'y avait pas vraiment de scénario. Lui, il savait ce qu'il voulait, les autres ne comprenaient pas, mais il a quand même fait son film. Et c'est souvent expliqué comme Richard Linklater qui a apporté l'esprit nouvelle vague aux États-Unis, souvent. Et lui, du coup, adore la nouvelle vague. Et il voulait rendre hommage à cette nouvelle vague-là avec l'esprit Godard, mais des années 60, pas Godard des années comme on connaît, Godard des années 60, c'est-à-dire juste une bande d'inconnus. Et c'est pour ça qu'il a insisté. Je sais qu'il a dû peut-être des fois batailler pour certains rôles à ce que ce soit des gens inconnus, mais il a insisté là-dessus. La seule personne connue qui est dans ce film, c'est Zoé Deutch, qui elle est déjà connue en France. Je ne sais pas si elle est hyper connue, en tout cas aux États-Unis elle est quand même assez connue, parce qu'ils avaient tourné un film dont je n'ai plus le nom, et il avait dit à ce moment-là, purée, tu ressembles beaucoup à Zoé Deutch. J'allais dire, bah oui, Zoé Deutch, je ressemble à Zoé Deutch. À Jean Seberg, tu ressembles beaucoup à Jean Seberg dans À bout de souffle, et moi j'adorais faire un film là-dessus, et je crois qu'en tout l'idée a germé il y a genre 7 ans de ça. Et ça a mis beaucoup de temps jusqu'à trouver la bonne production à Paris qui accepte de faire un film comme ça, parce que ça reste un film en noir et blanc, en format 4/3, qui parle de Godard. Vu comme ça fait peur. Au final, il ne faut pas oublier que ça reste un réalisateur américain et que ce soit une comédie. Tu vois, c'est ça que les gens ne captent pas forcément au premier abord. Mais ça, quand les gens le voient, ils se disent « Ok, ça va, c'était pas ce que je pensais. » Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, quel est un peu le chemin, la marche à suivre pour décrocher de grands rôles au cinéma? Est-ce qu'il y a vraiment un chemin tout tracé finalement pour y arriver? C'est-à-dire que je crois vraiment qu'il faut beaucoup utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand je suis arrivé à ma première année cours Florent, là, quand j'avais 17 ans, et jusqu'à encore ce matin, toutes mes journées, toutes mes matinées plutôt, je les passe sur les sites de casting Facebook. Absolument tout est intéressant, il n'y a rien à acheter. Alors des fois, il y a beaucoup de figurations, beaucoup de silhouettes, et je comprends totalement qu'il y en ait qui ne veuillent pas faire ça. Moi, je sais que j'ai dû commencer par là parce que, en fait, on se rend compte que les directeurs de casting de silhouettes et de figurations, après, font des petits rôles. Et après les petits rôles, ils font des moyens rôles. Et après les moyens rôles, ils font des grands rôles. Mais ça, pareil, en fait, tu suis leur ascension en même temps qu'eux. Donc eux, s'ils mettent 3 ans à faire des vrais castings, toi, tu mettras aussi 3 ans. Mais ça prend du temps. Mais on y arrive, quoi. Encore une fois, ça, j'en suis vraiment persuadé. C'est-à-dire que je comprends totalement la difficulté que ça peut être d'être acteur. C'est-à-dire que tu peux pas non plus gagner toute ta vie en faisant de la figuration en attendant le premier rôle. Mais imaginons. Tu veux faire un travail alimentaire, tu veux travailler n'importe quoi. Tu peux faire des ménages, tu peux faire de la garde d'enfants, tu peux faire travailler en supermarché, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Si tu veux être acteur, garde au moins une après-midi pour regarder les castings, parce que je te jure, on ne sait jamais. Moi, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que j'en avais marre, j'avais fait de la figuration sur la place de Lille avec de la fausse pluie pendant 3 jours. On était trempés, on n'en pouvait plus. J'étais en mode, qu'est-ce que j'en ai marre, est-ce que je vais vraiment faire ça? Et au final, le lendemain, je vois cette annonce de casting et je me dis, de toute façon, en vrai, vas-y, on ne sait pas. Et vraiment, on ne sait pas. Je ne sais pas si tu as en tête cette image Facebook nulle du gars qui pioche là et qui fait demi-tour avec des diamants derrière lui. Il est dans une mine, il pioche et il fait demi-tour juste avant de toucher les diamants. Et cette image Facebook là représente totalement le métier d'intermittent du spectacle. C'est vrai, je te jure que c'est vrai, parce que
Comme tu dis, il n'y a pas de chemin tout tracé. Tu peux avoir un bol monstrueux en te baladant, parce que je sais que ça se fait aussi de plus en plus, hein, des castings sauvages. Tu te balades, les gens disent « Ah, tu ferais bien du cinéma ?» Ah bah carrément, vas-y, let's go. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là. moi, ça n'a pas marché comme ça. Mais je sais que ça peut marcher comme ça. Après, sinon, vraiment, je conseille énormément les castings Facebook. Attention de ne pas rentrer dans des arnaques. Ouais. Évidemment, ça je tiens à le dire, si jamais à un seul moment on vous dit « Ah, on vous envoie un chèque », laissez tomber, ne répondez plus aux mails ni rien, ça ne sert absolument à rien. Dès que ça parle d'argent, c'est mort. Okay. Ne faites pas ça, surtout pas. Mais en tout cas, il y a aussi des bons castings qui peuvent y aller. Et puis en fait, il faut juste faire son bonhomme de chemin. Moi, ça a pris 10 ans jusqu'à arriver à faire un rôle un peu sympathique au cinéma, en espérant que ce soit pas le dernier, ou en tout cas en espérant juste ne plus avoir à faire de figuration pour gagner ma vie aussi. Okay. Mais il faut surtout, le seul truc, c'est de ne jamais lâcher, quoi. Ne jamais lâcher. Ça peut prendre 1 an, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas, mais il faut toujours y aller, quoi. Mais alors justement, c'est quoi le plus dur dans ce métier finalement ? En vrai, je crois que le plus dur, c'est d'être bien entouré, parce que moi, par bonheur, et ça, mon Dieu, mais merci, quoi. Mes parents ont cru en moi immédiatement. C'est-à-dire, ils ont cru en moi avant moi-même. Et ça, je dis, ok, ça, c'est déjà pas mal. Ma copine aussi, qui est maintenant ma femme. C'est ce que j'allais dire. Ma femme, purée. J'allais en parler. Félicitations. Ah, merci, ça fait plaisir. Donc, ma femme a toujours aussi cru en moi, ma belle famille aussi, mes grands-parents. Enfin, à aucun moment, mes potes aussi, à aucun moment il y a eu une genre de remise en question d'un tiers ou quoi. Ils ont toujours été en mode « Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ? Ah putain, excellent, super et tout », que ce soit de la figuration, parce que quand tu fais de la figure, c'est pas le plus glamour, effectivement, mais au moins tu fais un truc, tu vois. Mais c'est vrai que le plus difficile, c'est ça, parce qu'après, tu peux facilement aussi tomber avec des gens qui disent « En vrai, mec, arrête, c'est peut-être pas vraiment fait pour toi et tout ». Par bonheur, j'ai jamais eu à faire ça, mais je sais que ça peut détruire certaines personnes. Une seule remarque peut détruire. Donc, le plus dur, c'est l'entourage. Après aussi, le plus dur, c'est de pas se décourager, quoi, vraiment. C'est pour ça qu'il faut toujours y croire tout le temps, peu importe ce qui se passe. Ok. Et justement, quand tu parles de tes proches, comment tu gères en fait l'équilibre entre ta vie perso et tes projets et ta vie pro ? Bah écoute, je vais pas te mentir que là, j'ai pas des projets tout le temps. Donc l'équilibre, il est assez facile à faire. Mais en période de tournage, par exemple ? Non, en période de tournage, ils captent tout de suite. De toute façon, là, pour le coup, ils le savent tous et toutes, que le tournage, c'est trop important pour moi et je ne peux pas refuser un tournage pour quoi que ce soit, à part le mariage. C'était le seul. là, j'ai dit, les gars, il y a bien un moment, c'est mort, c'est le mariage, je peux pas décaler. Ça coûte beaucoup trop cher, en plus de ça. Donc c'est mort, je peux pas. mais sinon, peu importe ce qui se passe, il faut que je tourne. Encore une fois, là, je suis inconnu, hein. Peu importe que le film, tu vois, bon, le film sort en France, il sort un peu partout dans le monde, ce qui est super, mais je reste inconnu. Vraiment, ça, j'en ai totalement conscience. Il faut encore que je fasse mes preuves beaucoup. Là, le seul truc bénéfique que peut apporter ce film-là, c'est que les gens, les professionnels du cinéma se disent « Ah, le gars là qui était drôle, bah vas-y, je veux le voir en casting, tu vois. Okay. » C'est le seul truc positif. Après, maintenant, faut tout donner, mais surtout, je ne peux jamais rien refuser, mais ils le savent. Ils ont capté ça, ils ont capté depuis 10 ans. Ouais. Comment tu gères tout ce qui est aussi, tu sais, concurrence dans les castings, la comparaison avec les autres et peut-être parfois même les refus, malheureusement ? Alors écoute, moi j'ai un regard sur le casting qui est assez facile, c'est-à-dire que pour moi je gagne déjà à passer juste un casting. Parce que c'est tellement compliqué de passer un casting, ça veut dire que le directeur ou la directrice de casting te voit dans le rôle, donc déjà te fait confiance et tu dis waouh, c'est déjà une belle étape de passer, quoi. Déjà tu te dis c'est pas mal. Après c'est normal aussi, ils doivent avoir du choix. Ça m'a jamais plus stressé que ça, moi, le casting, parce que il doit avoir plusieurs personnes et en plus derrière c'est pas que le choix de la directrice de casting, il y a aussi le choix du réalisateur, et même si le choix du réal, si le réal te veut, il y a derrière la production, des fois les chaînes de télé et tout, il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu, tu donnes tout. Le casting se passe bien, tu détends l'atmosphère, tu fais des petites blagues, attention pas des trucs relous, tu vois, mais juste des trucs pour montrer comment tu es vraiment, quoi. Il faut toujours laisser une très bonne image en casting, parce que même si le casting ne marche pas là, tu t'en fous vraiment, c'est pas grave du tout, parce que la directrice de casting se dit « Ah mais il était cool, vas-y j'ai envie de le voir pour autre chose derrière ». Et ça peut être un super truc. Donc, il faut juste laisser une très bonne image en casting. La concurrence, comme dans littéralement tous les métiers du monde. C'est-à-dire que là, pareil, si tu veux être chef d'un SAV, tu seras en concu avec 10 autres personnes. Là, pareil pour les films, hein, c'est vraiment le même système. Donc bon, c'est pas grave, ça arrive.
il faut accepter les refus, encore une fois, il faut accepter les refus parce que, pareil, hein, moi, là, avant d'avoir ce rôle-là, j'ai eu, je sais pas, moi, peut-être une centaine de refus sur 10 ans, quoi, ce qui est normal aussi. Il faut les accepter et se dire, c'est pas grave, ce sera le prochain. Puis c'est tout, quoi. T'es hyper positif, en vrai. Mais c'est ça faut... sinon, j'avoue, je serais malheureux. Non, mais t'as raison, mais c'est ça aussi, je pense, qui fait ta force, finalement. Ouais, c'est vrai qu'il faut garder aussi le moral. Et c'est vrai que c'est tout con, mais j'ai fait une genre de... j'aime pas dire ce mot masterclass, comme on dit. Une rencontre. J'ai fait une rencontre au cours Florent, où j'ai parlé avec les élèves qui allaient être diplômés, quoi. Et ils me disaient, oh, putain, mais on a peur pour après et tout. Je dis, mais les gars, je vous jure, montrez juste que vous êtes heureux d'être là. Et ça, je te jure que c'est vrai, parce qu'il y a des dircastes qui me l'ont dit, ah, mais c'est cool de te voir, t'es heureux d'être là. Je dis, mais comment je ne peux pas être heureux? Putain, c'est impossible. Là, c'est-à-dire que potentiellement, grâce à vous, je vais pouvoir tourner. Après, il y en a sur des tournages qui font la gueule et tout. Tu te dis, mais c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible, quoi. Vraiment. Chance, en fait. Mais c'est trop, t'es comme un ouf et tu te dis, je suis payé pour faire ça. Et peut-être que ce projet-là peut m'apporter d'autres trucs derrière. Et en fait, moi, je veux juste tourner, je veux juste vivre de ça, de cette passion-là. Et j'y arrive. Je ne peux pas être pas content d'être là. C'est impossible. Mais alors là, par exemple, pour Nouvelle Vague, comme Monsieur Aznavour, c'est des très grosses productions, des gros films. Est-ce que le fait d'être acteur dedans te permet d'être plus tranquille pour la suite, ou tu as toujours cette recherche constante d'aller voir si tu peux de toi-même aller à un casting, ou tout vient tout seul, en fait? C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment où tout vient tout seul? Et quand est-ce que ça peut arriver? Je crois qu'il y a un moment où tout peut venir tout seul, quand tu es Pierre Ninet, quand tu es Bastien Bouillon, quand le... Comment ça s'appelle? Putain, merde, j'allais dire quand le public, mais c'est ça. Enfin, quand les Français te connaissent, quoi. Okay. Quand les Français te connaissent, je crois vraiment que tu peux ne plus passer tes journées sur les castings Facebook. Je crois. Mais en attendant, c'est impossible. Là, tu vois, moi, je prends l'exemple de Bastien Bouillon, qui est un amour. Ce gars-là, j'ai fait 3 films avec lui, en tout petit rôle à chaque fois, moi, hein. Micro-rôle. Mais ce gars-là, du coup, je lui ai beaucoup parlé. C'est un amour. Et il m'a dit, enfin, lui, il a vraiment commencé à péter dans les 35-36 ans. Il a eu son César. Et il a enchaîné les productions de malade. C'est-à-dire que pendant Aznavour, il tournait Le Comte de Monte Cristo. Après ça, du coup, j'ai tourné avec lui L'Affaire Bojarski, un petit rôle là-dedans. 2 semaines après, je tourne dans le dernier film de Valérie Donzelli qui s'appelle À pied d'œuvre, qui est dedans aussi. Et je dis, mais mec, c'est fou. Et là, il enchaîne. Enfin, franchement, le gars est un exemple, parce que lui, il était encore une fois en figuration à l'Opéra de Paris. Il y a de ça encore, pareil, 6 ans, tu vois. Et tu te dis, waouh. Mais du moment, je crois, où vraiment tu arrives à rentrer dans le cœur des Français. Ah, c'est beau. Je crois vraiment qu'à partir de là, tu peux un peu moins te soucier des gros castings et tout. Ouais. En tout cas, tu es rentré dans le cœur des Amandinois. Ah, ça, c'est le meilleur. Des Nivellois. Ah, alors là, je peux te dire, là, j'en suis heureux. J'en suis plus qu'heureux. J'ai une dernière question. D'abord, une remarque et ensuite, on découlera une question. Je ne sais pas si tu te souviens, quand je t'ai interviewée pour la première fois il y a maintenant 2 ans, j'ai posé cette fameuse question à qui je pose tout le temps cette question. C'était qu'est-ce que tu dirais à toi, à Benjamin, petit Benjamin d'il y a 10 ans. Et avec Thomas Cortez, tu m'avais répondu que vous aviez une sorte de pacte. Vous vous étiez dit à l'époque que dans 10 ans, vous seriez au sommet. Et donc il y a 2 ans, tu m'as dit, tu avais rectifié, c'était pas 10 mais 9. Et là aujourd'hui, si on fait le calcul, il reste plus que 7 ans. Est-ce que tu dirais toujours la même chose? Exactement, dans 7 ans avec le Thomas, là, on va tout donner puis on sera au sommet. On va y arriver, hein. On va y arriver. En vrai, on s'est donné 10 ans, allez, ça passe. On y arrive petit à petit. Là, Thomas, en plus, il y a des projets de fou aussi qui arrivent. Il a écrit un scénario fou et tout. Donc non, vraiment, on va y arriver. On va y arriver. De toute façon, on n'a pas le choix, on a fait un pacte. Donc c'est tout. On n'a pas le choix. Non, on va y arriver. Et finalement, quel conseil de fin donnerais-tu à un jeune acteur qui souhaite se lancer? De se lancer, tout simplement. C'est en vrai, vraiment. Parce qu'on peut croire que, voilà, quand on est de région, c'est un peu plus compliqué, etc. Pas du tout. Juste un warning de malade. Faites hyper attention, si jamais il y en a qui regardent ça et qui veulent devenir acteur, ne faites pas d'école de formation en ligne. Il y en a une dont je tairai le nom parce qu'on ne sait jamais. Ne faites surtout pas ça, ça coûte ultra cher. Vous n'avez pas de vrais cours, c'est des cours en visio. Ne faites surtout pas ça. Allez vraiment dans des cours de théâtre de base, même si vous voulez faire du cinéma. Allez dans des cours de théâtre, ceux à côté de chez vous, prenez des bases de théâtre. Si vous êtes vraiment intéressé par ça, rapprochez-vous peut-être de villes qui sont proches de vous, mais avec des cursus peut-être un petit peu plus poussés.
Mais encore une fois, si vous voulez vraiment regarder tous les castings possibles, allez sur des sites de casting gratuits. Ne payez jamais pour des castings parce que c'est du boulot. C'est comme si vous payiez pour avoir un boulot. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça. Moi, je me suis fait avoir là-dessus, j'avoue. Hein. Je savais pas qu'il fallait pas. J'avais payé un site. Au final, il faut pas faire ça. Je vous le redis, il faut pas parce que ces sites prennent des annonces Facebook qui mettent payantes. Donc voilà. Okay, Donc ça ne sert à rien. Exactement. Donc allez sur les sites gratuits. Il y a aussi, que je dise pas de bêtises, autant donner les sites. Hein. Il y a Castprod, CASTPROD. Castprod qui est un site de casting gratuit. Il y a la newsletter de cinéaste.org qui envoie des mails gratuits tous les 2 jours avec plein de castings. Okay. Ça, c'est les 2 trucs qui sont très bien. Et puis après, vraiment, les sites de casting Facebook, encore une fois, faites attention aux annonces un peu trop belles. Et encore, moi j'ai eu du bol sur le truc. Mais non, juste foncez. Si jamais vous avez peur au niveau financier, faites votre travail, mais gardez un tout petit peu de temps pour faire vos castings parce qu'on ne sait jamais quoi. Voilà. Je te remercie beaucoup, Benjamin. Non, merci à toi, merci à vous. Franchement, c'était trop bien. Merci. On peut retrouver du coup Nouvelle Vague dans toutes les salles en ce moment. Ouais, je crois, ouais. Normalement, si tout se passe bien, il y a encore au cinéma. Est-ce qu'on peut se retrouver ailleurs prochainement ? Carrément. Il y a du coup, on me voit un petit peu dans L'Inconnu de la Grande Arche. Qui sort début novembre là. Oui. On me voit aussi bientôt dans L'Affaire Bojarski qui sort en janvier. On me voit un tout petit peu aussi dans le film avec Bastien Bouillon aussi là, qu'est-ce que j'ai dit ? À pied d'œuvre qui sort bientôt mais j'avoue je ne sais pas quand. D'accord. Et il y a un téléfilm qui a été tourné dans le Nord, fierté. Qui s'appelle C'est qui le chef qui à mon avis passera sur France Télé début d'année prochaine. Voilà. Okay. Et là, par contre, j'ai un bon rôle sympa. C'est vrai ? Ouais, vraiment, j'ai un bon rôle sympa. C'est des histoires un peu dans des cuisines, etc. Je joue un commis hyper nulos. Enfin, ça me correspond. Ça me va. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi, c'était super. Bravo! C'était super. Et les questions sont cool, hein. Putain, franchement, bien ouais. Ah, purée.